create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Alors, bon après-midi et re-bienvenue à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. Nous sommes ici maintenant rendus au dernier panel avant les MTL Tech Awards. On a une journée remplie de belles programmations. Mon nom est Armaf Camille, votre animateur. Ça m'a fait plaisir. Ça me fait plaisir et ça m'a fait plaisir d'être des vôtres toute cette belle semaine. Pendant MTL Connect, sous cette belle thématique de métamorphose, nous avons eu de super intervenants, panels, groupes de discussion, ateliers depuis les 3 derniers jours. Ce fut fantastique. J'espère que vous avez profité des derniers jours. Oui, OK, je vois des hochements de tête. Et est-ce que vous êtes toujours ici, dynamique, présent dans la salle? OK, lui, il est dedans. J'aime ça, merci. Et vous, chers internautes, on ne vous oublie pas également. Merci d'être ici en si grand nombre. Bien, pas ici, mais comme là, mais ici, avec nous, à vivre ces beaux moments d'MTL Connect. Vous êtes plus de 3000 en ondes de partout à travers la planète à suivre MTL Connect, qui est évidemment un événement hybride. Alors, merci d'être ici en si grand nombre. Quelques petites notes avant de présenter ce panel. L'entrée ici, si jamais vous devez quitter pendant la présentation, on vous demande de quitter par l'arrière, qui est la sortie. Si vous avez des questions, les prendre en note. On va avoir une petite période de questions vers la fin. Sinon, bien, il y a également, j'en avais parlé, un événement de clôture à la SAT demain soir. Si jamais ça vous intéresse, on se procure des billets sur sat.qc.ca. Bon, alors, on reste sous la thématique de l'éducation et de l'inclusion numérique et on a un super panel où on parle de propulser la représentation des femmes dans les postes de haute direction. Alors, je vais inviter les panélistes et la modératrice à me rejoindre sur scène et on va partir le panel. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter Caroline Foldès-Busque de la SAAQ, Corinne Charette de 3 Innovations, Élodie Meyer de Cyberlex, Cassie L. Réaume de Technocompétences et notre modératrice Louise Champoux-Payet de l'Université Concordia. On les accueille chaleureusement. Bon panel! Alors, bonjour à tout le monde. Vous devez être fatigués, c'est la fin de la journée, mais j'ai des filles avec moi, des filles qui ont une expérience extraordinaire à communiquer. Et ça, pour moi, ça me tient à cœur depuis 35 ans. Donc, je vais en profiter aujourd'hui pour les faire parler. Alors, je vais commencer tout de suite avec toi, Caroline. Tu es à la SAQ depuis plus que 10 ans. Hein, 8 ans. 8 ans. Presque 8 ans. 10 ans. Ouais. Et tu occupes présentement la fonction de vice-présidente à l'expérience numérique. L'expérience numérique. Tout à fait. Et pour moi, c'est un poste qui me semble... En tout cas, je siège au conseil d'administration. Donc, je connais ce que tu fais, mais est-ce que pour toi, atteindre un sommet comme ça, il a fallu que tu aies un grand parcours. Donc, je voudrais que tu nous parles de ce beau parcours que tu as eu depuis 10 ans? Quelques années. Parfait. Alors, merci. Merci, Louise. Merci de nous recevoir ici. Effectivement, moi, j'ai étudié en administration des affaires. Ce que je savais à ce moment-là, quand on a 19-20 ans, c'est que je voulais pouvoir exprimer mon leadership. J'avais déjà ça assez fort en moi. Mais j'ai eu vraiment un coup de cœur pour les technologies puis leur capacité de transformer les organisations dans un cours, comme ça arrive à beaucoup de gens. Un cours en 2e année de baccalauréat, ça s'appelait à l'époque Système d'information de gestion. Aujourd'hui, ça s'appellerait certainement transformation numérique. À l'époque, on parlait de réingénierie des processus. Et ça m'a complètement fascinée et interpellée de voir qu'on pouvait réinventer les façons de faire dans les organisations, faire table rase. À l'époque, on parlait vraiment de page blanche. Effacer tout, on recommence, on recrée quelque chose d'efficace et d'efficient au bénéfice du client.
pour être capable de le servir mieux et plus rapidement. Et j'ai dit, ça y est, c'est ça que je vais faire. Évidemment, le chargé de cours à ce moment-là n'était pas anodin à tout ça. Il était excellent. On est d'ailleurs encore en contact aujourd'hui. Donc, ça m'a marqué. Par la suite, j'ai fait ma maîtrise dans le même domaine pour approfondir mes connaissances. Puis par la suite, la vie est faite d'opportunités aussi. Donc, quand j'ai terminé mes études, j'ai eu l'opportunité de travailler chez Hydro-Québec sur un projet de transformation majeur qui a duré une grande dizaine d'années. Ça accélère beaucoup une carrière. Les projets, c'est des belles opportunités d'en prendre plus, de lever la main, de relever des enjeux plus grands que nature. Il y en a toujours des tas dans des petits, moyens ou gros projets. Alors, ça développe son sens de l'initiative aussi. Ça permet aux gens de voir ce qu'on est capable de faire et en retour de nous offrir d'autres opportunités. Alors, une bonne partie de ma carrière chez Hydro comme professionnelle, 7 ans, chef d'équipe assez rapidement. Je suis devenue gestionnaire au début de la trentaine. Il disait à ce moment-là que j'étais probablement une des plus jeunes de ce niveau-là dans l'organisation. Puis, la vie m'a amenée à la Société d'assurance automobile pour faire le même exercice, projet de transformation majeure. Vous en avez probablement entendu parler. J'ai dirigé ce projet-là dans les dernières années. Et là aussi, un projet qui a pris beaucoup d'envergure à travers une pandémie avec des équipes multidisciplinaires partout à travers la planète. Et c'est suite à tout ça donc, que j'ai pu aussi occuper le poste de vice-présidente à l'expérience numérique qui inclut des fonctions de chef de l'information, de la sécurité des données, l'intelligence d'affaires et bientôt donc l'intelligence artificielle. Tu as combien de personnes qui relèvent de toi? C'est un effectif de 1100 personnes, 760 internes à peu près, puis 300-400 consultants là, qui viennent compléter les troupes. Bien. Merci. Je vais continuer avec toi, Élodie. Toi, tu es dans un domaine complètement différent. Tu es avocate de formation, mais tu as développé cette passion, tu me disais, très, très jeune, pour tout ce qui a trait aux nouvelles technologies. Alors, pourrais-tu nous parler un peu de ton cheminement? Absolument. Merci, Louise. Donc, effectivement, moi, depuis un très jeune âge, passionné de technologie, c'est sûr que c'était à une époque où je ne pensais pas nécessairement en faire ma carrière. Je me suis dit que c'était quelque chose qui était le fun, mais comme presque un loisir à côté, si on veut. Donc, quand je suis arrivé à l'université, j'ai fait mon bac en droit. J'ai commencé ma carrière dans un domaine un peu plus plate, un peu plus classique, de droit des affaires. On faisait des fusions-acquisitions. Puis c'est à ce moment-là que j'ai repris goût en fait pour la technologie, quand on faisait tout ce qui était les vérifications diligentes en fait des entreprises qu'on voulait acquérir ou vendre, et qu'on se rendait compte que le risque technologique à cette époque-là était souvent sous-estimé, en fait, largement sous-estimé, même des fois pas considéré du tout. Puis c'est quelque chose qui m'a intrigué très rapidement. Puis c'est là où la cybersécurité, en fait, est devenue quelque chose de beaucoup plus concret, réel pour moi. La technologie, dans le sens de coder des sites web ou des choses comme ça, c'était de base à l'époque pour moi, mais c'était ça qui m'intéressait le plus. Et puis à force de faire donc des vérifications diligentes où on se rendait compte que l'aspect cybersécurité des entreprises était complètement négligé. Là, on parle quand même il y a quelques années, puis c'est plus autant le cas aujourd'hui. Ça m'a donné envie de retourner aux études, en fait. Donc, j'ai été à Polytechnique, j'ai fait un diplôme en cybersécurité. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment vu les opportunités de marier le droit et la technologie ensemble. Et c'est là où j'ai décidé de me lancer plus dans les aspects légaux de la cybersécurité. Donc, je ne fais pas nécessairement du technique, mais je suis retourné aux études pour être capable de le comprendre. Donc, je comprends les aspects techniques de la cybersécurité. Je peux faire le pont entre nos équipes techniques et le board qui a besoin d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la cybersécurité, mais qui ne comprend pas toujours les termes techniques qui sont employés. Donc, s'assurer que le message passe bien, puis qu'on fasse en fait la gestion de risque au niveau vraiment purement légal de cybersécurité. C'est vraiment dans cet élément niche dans lequel je suis venu m'insérer. Bien. Tout un cheminement. Alors, toi, Cathy, la première dame en jaune, est-ce que toi, tu es maintenant directrice générale de technocompétences, mais tu as commencé à la base. Tu as fait tous les métiers dans ce domaine-là. Alors, parle-nous de ton évolution, puis peut-être avec une petite anecdote, si tu en as une. Merci beaucoup, Louise. Pour ma part, moi, je suis une fille de com à la base. Quand j'ai terminé l'université, je me suis retrouvée dans un milieu qui était déjà en grande transformation. C'était le début des pages Facebook, le début de YouTube. C'était la bulle start-up où
tout le monde voulait make the world a better place. Caroline parlait de la page blanche et de pouvoir réinventer, puis tout ça. Donc, il y avait vraiment cet esprit-là qui était ancré dans notre secteur. Puis, je savais aussi que le secteur créatif puis de la communication valorisait beaucoup l'expérience. Face à tout ça, en tant que jeune communicatrice francophone, je me cherchais beaucoup à cette porte d'entrée dans le secteur des technologies. Je ne me sentais pas équipée pour pouvoir contribuer à la hauteur de ce que j'espérais faire. Et donc, ce qui était clair pour moi, c'est que si je voulais prendre part au secteur des technologies, ben je devais en faire partie, je devais apprendre à coder. Donc, j'ai pris sur moi. Je n'étais pas super motivée, mais j'avais une idée en tête. Donc, j'ai fait une formation pour devenir développeuse web. Et j'ai fait ça pendant quelques années en entreprise, en agence, en start-up. Et puis, dans le secteur des communications, j'étais entourée de filles et de femmes. Et puis, soudainement, ben, il n'y en avait plus. Et donc, j'étais un peu dubitative de tout ça parce que je me disais, mais ça se peut pas que j'ai été la seule à flairer la bonne affaire. C'est important pour moi de contribuer au secteur, mais c'était aussi clair pour moi que le secteur des technologies était à l'avant-garde en termes de conditions, d'opportunités et c'était la panacée, en fait, des bons salaires aussi. Donc, j'ai voulu tendre la main à nouveau. Donc, une fois sur le marché du travail, mais je me suis attelée à travailler pour la diversité en technologie, faire des ateliers dédiés aux femmes pour les initier à la programmation web, traduire aussi beaucoup du contenu et du matériel d'atelier pour être sûr que ce soit accessible et disponible pour les gens chez nous. Et puis, je l'ai fait donc pour les filles, les femmes. J'ai rassemblé les gens autour de ces sujets-là. J'ai trouvé ça important en parallèle donc de ma carrière de développeuse. Et puis, éventuellement, mes implications, tout ça, ça a pris le dessus. Puis, j'ai pu naviguer un peu dans le secteur éducatif. Et puis, éventuellement, toutes ces opportunités, ces contacts, ces observations, ces interventions m'ont permis d'être rejointe pour prendre la suite chez Technocompétences, qui est le comité sectoriel de main-d'œuvre, qui est dédié à la performance et au bien-être de la main-d'œuvre dans le vaste secteur des technologies de l'information et télécommunications au Québec. Donc, j'ai répondu présente avec honneur et joie. Bien. Alors, toi, Corinne, l'autre femme en jaune, toi, tu as fait surtout carrière dans le domaine gouvernemental, dans le fédéral, mais tu l'as fait aussi dans le domaine de la consultation. Oui, secteur privé aussi. Secteur privé. Alors, depuis le début de ta carrière, trace-nous les enjeux que tu as vus. Je vais vous courter un peu l'histoire. Alors, j'ai étudié en génie électrique. Oui. J'ai pris le virage architecture numérique. Et j'ai eu la chance d'être embauchée en finissant mon bac par IBM. C'était les grandes années d'IBM où ils vendaient les mainframes, les très grands ordinateurs. IBM était plus gros à Montréal qu'ailleurs dans le pays. Montréal était toujours le centre du Canada à l'époque. On avait des gros comptes et j'ai beaucoup appris. Mais j'ai changé rapidement parce que j'étais une femme sur une équipe très talentueuse d'environ 15 hommes. Et on me reléguait toujours les tâches et les projets les moins excitants. Alors, j'ai changé rapidement pour un concurrent. Et j'ai fait ensuite beaucoup de postes informatiques de différents calibres, à différentes sociétés. J'ai fait beaucoup de services conseils. J'ai été vice-présidente informatique pour une grande banque canadienne à l'époque de Internet Banking, de ses débuts. J'ai fait d'autres services conseils et finalement, je suis allée au fédéral comme dirigeante principale de l'information pour le Canada, ce qui était un rôle très intéressant. Et puis, mon dernier rôle était justement à District 3, l'incubateur de Concordia, où on fait justement, on essaie de nourrir les startups en tech. Et Bien. Voilà. Parfait. Alors, toutes les quatre, vous êtes dans un milieu où les femmes sont peu présentes. On parle de 19% des femmes dans les postes de haute direction. Selon vous, qu'est-ce qui freine cet accès des femmes à des postes de haute direction? Est-ce que c'est seulement
le nombre, qu'il n'y en a pas suffisamment, ou dans nos organisations, il y a soit les stéréotypes ou les biais qui peuvent freiner l'accès à des postes de direction. Je vais commencer par toi, Caroline. Bien, moi, je pense qu'il n'y a pas assez de modèles. Je me souviens, moi, quand j'étais à l'université, il y a quelques années, puis on m'avait demandé ça à un moment donné, c'était qui mon modèle dans une entrevue sérieuse là, pour une bourse. Puis j'avais un peu gelé parce que même en affaires, j'avais de la misère à imaginer vite autre que Lise Wattier, ce que j'ai répondu, et Madonna, qui était toujours à la tête de Madonna Inc., soit dit en passant. J'avais aucune autre idée. Alors, imaginez en technologie, j'aurais jamais pensé à une femme non plus. Je pense qu'on a avantage à être visible et à montrer que ça se peut. Alors déjà, ça se peut. J'ai pas de bleu, j'ai pas saigné là, pour y arriver. Le plafond, je n'ai pas eu trop de misère à le casser, je l'ai pas senti. Alors ça, c'est le premier élément. Je pense qu'il faut être présent. Fait que merci de m'inviter ici. Ça fait partie de la mission. L'autre élément qu'on lit souvent sur la question, c'est qu'il faut aider les femmes à prendre confiance en elles, qu'elles peuvent l'atteindre, ces postes-là. Si c'est ça qu'elles veulent, c'est pas pour tout le monde, chacun son truc. Mais pour celles que ça intéresse, il n'y a pas besoin d'être parfaite, il n'y a pas besoin de passer par 36 chemins. Il faut le faire savoir, il faut prendre confiance, puis se lancer, puis appliquer. Puis à la question du billet, oui, il en reste encore, je crois. J'ai entendu souvent, quand même, ben non, on ne lui proposera pas tel job parce qu'elle revient d'un congé de maternité ou parce que ça pourrait arriver. Ben c'est à la femme de choisir si elle veut s'embarquer là-dedans ou pas et non pas de présumer que. Alors, je pense qu'il faut que chacun arrête de présumer puis qu'on se donne des opportunités réelles et les femmes pourront accéder aux postes qui les intéressent puis qui répondent à leurs talents au bon moment. Mélodie, toi, as-tu d'autres choses à ajouter sur ça? Oui, ben en fait, je vais faire du pouce à ce qui a été dit. Hein. Je pense qu'il y a une des problématiques souvent pour les femmes, c'est ce côté de syndrome de l'imposteur, c'est de penser qu'elles n'ont pas les qualifications requises ou elles n'ont pas ce qu'il faut pour appliquer pour un poste un poste plus élevé ou de continuer à monter l'échelle finalement. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup... En fait, il y a beaucoup d'hommes qui se disent « ben non, moi, je vais y aller, je vais appliquer, même si j'ai 60% des qualifications requises », parce qu'ils se disent ben, si on ne pose pas la question, la réponse est toujours non. Et donc, ça, c'est... À mon sens, c'est une des problématiques qui est particulièrement présente chez les femmes. Elles n'osent pas si elles ne se disent pas que j'ai au moins 80 ou 90% des qualifications requises. Et c'est ce qui fait que souvent, ben, on n'est même pas considéré parce qu'on ne s'est pas mis dans la course à la base. Puis c'est de continuer à être présente, de continuer à répondre présent quand il y a ce genre d'appel qui se fait. Et puis je pense que la représentativité, ça reste l'élément principal. C'est toujours cet élément-là qui est le plus important. D'entrée de jeu, moi, je disais, j'ai toujours eu un gros intérêt pour la technologie, mais je ne me voyais pas faire carrière là-dedans parce qu'il n'y avait pas de femmes qui faisaient ça. De la même manière, je jouais beaucoup au soccer, j'avais un très haut niveau. Je ne me voyais jamais poursuivre là-dedans, pas parce que je n'avais pas le talent, mais parce que je ne voyais pas de femmes qui pouvaient réellement faire carrière là-dedans. Je fais souvent le lien en fait, entre le sport et les technologies parce que dans le fond, on est tous capables de le faire, mais souvent, le fait de ne pas avoir de représentation de modèles féminins qui l'ont fait avant nous, ça nous insécurise d'une certaine manière et donc on n'y va pas. Puis je pense que d'avoir de plus en plus de modèles féminins, puis il n'y en a pas encore énormément, mais on commence à en voir et on en voit de plus en plus, c'est ce qui va permettre, en fait, qui va ouvrir les portes à de plus en plus de femmes qui vont rentrer dans le domaine pour commencer, puis qui vont ensuite vouloir gravir les échelons en se disant c'est possible. Et toi, Corinne, as-tu d'autres éléments à ajouter sur ça? Oui, je pense que le choix d'employeur et d'industrie est un facteur. Alors, au fédéral, le fédéral est extrêmement inclusif pour les femmes cadres. Je dirais probablement le meilleur employeur au Canada pour les femmes cadres. La greffière est souvent une femme. Les 3 ou des 4 derniers greffiers ou greffières, oui, c'est vrai. C'est des femmes. Alors, au fédéral, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités, peu importe le domaine, que ce soit l'informatique ou autre, pour réussir. Mais il y a certaines industries où c'est moins facile pour des femmes, mais généralement, les grandes industries avec une proportion de cadres féminins vont aussi favoriser les cadres en informatique féminin. Donc, ça dépend de la société, ça dépend de l'industrie. Certaines industries sont plus difficiles pour les femmes que d'autres. Ça demeure toujours. Bien, on a parlé de modèle, on a parlé de confiance, on parle
choisir le bon secteur dans lequel on est. Cassie, toi, qu'est-ce que tu ajoutes sur ça? J'abonde dans le sens de mes consoeurs. J'ajouterais que, au-delà, c'est important de se faire confiance. Je pense qu'on a les qualités de nos défauts. Et puis, quand on parle de diversité, d'inclusion, la valeur qu'on ajoute, c'est celle de notre différence. C'est la perspective, c'est la diversité de nos parcours, de nos trajectoires qui sont parfois atypiques et le regard qu'on peut avoir qui est plus créatif, qui permet d'innover, qui permet de penser en dehors du cadre et puis aussi d'enrichir les processus, d'enrichir les parcours. Donc, on se fait beaucoup dire qu'il faut rentrer dans le moule, puis la culture d'entreprise, c'est beaucoup ça. Dans la culture des affaires aussi, surtout quand on se hisse, les gens se tournent vers vous. C'est dans la culture de démontrer son savoir, de décider, et moins d'avoir une posture d'humilité puis d'ouverture et de poser des questions. Donc, ça contribue à ce contexte un peu intimidant où on se dit, mais j'ai pas toutes les qualifications, si on me pose des questions là-dessus, je pourrais pas répondre. Hein, si je suis mandatée de quelque chose par rapport à ça, mais je pourrais pas le faire. Sauf que faut pas oublier que quand on se hisse, on travaille de plus en plus en équipe. Caroline en parlait du nombre effarant de gens qui travaillent avec elle. Donc, il y a des ressources, il y a des gens qui ne demandent que ça. Il y a de plus en plus de ressources et de regroupements et puis d'aide et de soutien sur lequel on peut s'appuyer. Et donc, il faut se faire confiance puis accepter aussi que cette posture d'ouverture, de curiosité, d'humilité, ça, je ne sais pas, je vais poser la question, ou je vais aller m'épauler, ou on va cogiter en groupe, on trouvera une solution par rapport à ça. C'est une force, surtout dans notre secteur, surtout, en fait, la technologie est au cœur de tout, donc on s'en sauve de moins en moins, c'est de moins en moins inhérent à notre secteur. Donc, d'avoir cette posture d'ouverture et de curiosité, c'est vraiment une force. Et puis, ça permet des démarches plus éthiques, plus durables, plus ouvertes. Donc, oui, on dit souvent qu'il faut céder sa place, il faut ouvrir les portes, il faut ouvrir les opportunités, mais il faut aussi accepter, prendre confiance en nos forces et nos faiblesses. Et puis, parfois, curieusement, ces faiblesses sont des forces et puis ajoutent beaucoup au parcours puis aux opportunités qui sont présentées. Bien. Caroline, tantôt, tu as parlé de stretch assignment. Pour moi, c'est un élément fort important. Je fais beaucoup de mentorat auprès des femmes qui sont dans ce milieu, puis c'est la façon d'avancer. Toi, jusqu'à quel point ça a été un tremplin pour toi? Bien, c'était pas aussi formalisé que ça, mais comme je disais un peu d'entrée de jeu, les projets, ça amène ces opportunités-là. Donc, il y a toujours... Ça crée de l'incertitude, des possibilités. Comme je disais, il y a toujours des enjeux nouveaux qui vont arriver et on s'attache moins aux descriptions d'emploi quand on est dans un projet. Ce qui devient plus important, c'est la mission. Alors que quand je suis dans un contexte, je vais dire plus opérationnel, répétitif, bien, c'est correct, ça prend plein de gens pour s'occuper de ça, mais ce que j'ai à faire est plus encadré normalement, puis il y a des normes de service, des choses à respecter. Mais dans un contexte de projet où on crée, où on innove, il y a beaucoup plus de place pour prendre l'initiative, lever la main, ou qu'on dise, bien là, il y a un enjeu, on s'assoit tous ensemble, on sait qui est la meilleure personne pour s'en occuper. Mais ça fait aussi appel à notre expérience, à nos forces puis nos moins forces. Et c'est ça qu'on amène sur la table, puis ça peut nous donner l'opportunité d'apprendre d'autres choses, puis d'étendre ses cordes, puis de se découvrir qu'on est bon dans d'autres choses qu'on ne savait pas nécessairement, ou qu'on, justement, tu n'es pas sûr d'avoir complètement confiance. Tu vas dire, bon, on va le faire ensemble, puis ça va bien aller. Puis la fois d'après, tu es capable de le faire tout seul. Alors, c'est un contexte formidable pour s'accélérer. Alors, je pense qu'il faut saisir ces opportunités-là. En tout cas, pour moi, ça a certainement été très formateur. Puis je disais, un gros projet de 7 ans, c'est une vie. C'est une carrière au complet. On vit toutes sortes de choses en équipe qu'on ne vivrait pas en 20 ans de carrière dans un autre contexte. Mes gestionnaires qui ont passé à travers le dernier projet avec moi me l'ont répété souvent. Ils ont dit, wow, notre job est pas mal plus compliqué que dans d'autres endroits, mais on apprend à accélérer, c'est fantastique, là. Donc, il faut savoir saisir ces opportunités-là. Et il y a des opportunités qui nous sont proposées, mais aussi, il faut
proposer ces opportunités-là. Avez-vous eu cette expérience-là de proposer une idée pour vous faire valoir puis montrer votre légitimité dans le milieu? Élodie, puis après, Cassie. Oui, ben en fait, moi, par le parcours que j'ai choisi, à la base, on se retrouve un peu dans ce domaine-là, dans ce cas de figure-là, dans la mesure où des avocats en cybersécurité, en fait, il n'y en avait pas beaucoup. Il y a 5 ans, il n'y en avait à peu près aucun. Puis c'était un domaine qui, moi, me fascinait. J'ai d'abord commencé en droit et j'adorais ce que je faisais en tant qu'avocate, mais je voulais marier ça avec la technologie. Je voulais trouver une façon de pouvoir faire les deux ensemble. Et je suis très contente d'avoir trouvé ça, mais ce n'est pas quelque chose qui existait nécessairement. J'ai dû faire ma place là-dedans. J'ai commencé dans une compagnie de cybersécurité à la tête du légal, mais interne. Donc, c'était pas, je ne servais plus des clients à l'externe. C'était vraiment mon client interne était donc la compagnie pour laquelle je travaillais. Mais ça m'a permis d'aller chercher un bagage supplémentaire en cybersécurité, en connaissance des technologies que j'ai ensuite pu garder puis continuer à amener avec moi. Puis j'ai été fondé mon propre cabinet d'avocats. Donc, c'était pas qu'il y avait nécessairement sur le marché au moment où je commençais. Aujourd'hui, on en trouve des emplois d'avocats en cybersécurité dans les grands bureaux. Ils ont commencé à développer ces pratiques-là. Mais il y a quelques années encore, ces pratiques-là n'existaient pas dans les grands bureaux. Et donc, je me suis dit, bon, ben moi, c'est ça que je veux faire. Je vois qu'il y a une opportunité sur le marché. Je vois que la demande est là, mais l'offre n'y est pas. Et donc, je vais essayer d'offrir ce que les gens demandent. Et ils ne savent pas exactement ce qu'ils demandent. Ils savent que, bon, il y a des problèmes de cybersécurité. Ils savent que ça peut engendrer un risque légal. Mais comment est-ce qu'on fait le pont entre les deux? Puis finalement, c'est de la gestion de risque. Mais c'est juste la gestion de risque différemment, puis sur un domaine spécifique. Faire de la gestion de risque sur des millions de choses en entreprise. Là, on le sait, il y a des gens qui spécialisent là-dedans. Mais nous, c'est ça. On s'est vraiment dit, OK, ben, spécifiquement au niveau légal, cybersécurité, il y a de la gestion de risque à faire. On va y aller, même si c'est pas un sentier battu encore. Il y a pas encore assez de gens qui sont passés par là, mais on va faire notre trace. Puis on voit qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun. La plupart des grands cabinets ont une pratique de cybersécurité, chose qui n'était pas du tout la réalité il y a 5 ans. Bien. Toi, Cassie, as-tu eu à créer des stretch assignments pour toi? Ah, absolument. En fait, j'ai un parcours plus d'entrepreneur. Les gens sont venus me chercher avec des projets, des idées qu'ils souhaitaient réaliser et puis qui s'alignaient avec mes valeurs ou avec ce que j'étais en train de faire de façon indirecte. Et donc, c'est tout un défi, en fait. Quand on vient chercher, bon, c'est super... c'est toujours flatteur, tu sais. Vous voulez que je fasse ça chez vous? Bien sûr, ça va me faire plaisir, tu sais. Mais en fait, il y a une raison pour laquelle ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait eux-mêmes ou qu'ils se sont pas organisés pour y arriver par leurs propres moyens. Donc, souvent, on se trouve en situation où on doit, une fois qu'on a figuré comment on allait s'y prendre, il faut les convaincre à nouveau. Parce qu'on brise des choses, on défait des processus, on a imaginé une façon de faire qui... auxquels ils n'avaient pas pensé. Donc, on doit revendre l'idée. Et puis, c'est toujours... être entrepreneur, c'est beaucoup de tire-pouce. C'est beaucoup de négociations, c'est beaucoup de gestion du changement. Et donc, ça a été très, très formateur pour moi dans mon parcours. Et puis, mais j'oserais dire aussi que quand on a des opportunités... ça permet aussi de changer les choses. Donc, quand on a des besoins particuliers, quand on veut réinventer les choses, ça nous force à prouver aussi, à faire des proof of concept, à aller chercher des métriques, à mesurer, à développer des mesures d'impact pour vraiment le démontrer, la pertinence et puis l'importance surtout de ce qu'on cherche à faire, de ce qu'on cherche à développer. Donc, c'est toujours très formateur. Toi, Corinne, tu fais beaucoup de développement de talent, de jeunes, tu crées l'étincelle. Qu'est-ce que tu vois comme propulseur de talent chez les jeunes? Là? Qu'est-ce que tu utilises pour créer cet engouement-là? Ben d'abord, les startups qui arrivent aux incubateurs sont déjà très motivés. Alors, ça prend énormément de courage, de détermination, passion. Je les admire énormément, les startups qui arrivent. Et c'est pas tellement de leur donner cet encouragement, mais de leur donner les outils avec lesquels ils peuvent eux-mêmes répondre à leurs défis et s'épanouir et développer leur start-up. Donc,
je pense que ça commence du professionnel eux-mêmes et de leur créativité et leur passion de réussir. J'essaie de les accompagner, c'est tout. Oui, puis dans ça, on a parlé de mentorat, de mentorship, mais il faut parler aussi de sponsorship, de personnes qui propulsent la carrière d'autres. Absolument. Et ça, c'est le talent d'un gestionnaire de pouvoir identifier les jeunes qui ont cette passion et qui veulent prendre des défis plus grands et de leur donner le bon moyen de s'épanouir et de leur donner la confiance et de se convaincre qu'ils vont le faire parce que leur réussite est notre réussite comme gestionnaire. Absolument. Donc, le sponsorship est en effet très important. Caroline, tu parlais que tu en faisais, toi, du sponsorship dans tes fonctions. Bien, on a toujours des exercices de relève. Hein. On peut a priori trouver ça un peu plate, mais en fait, c'est le premier élément pour prendre un pas de recul puis déterminer qui on peut aider, justement, comment on peut les aider à se développer. Des fois, ça passe par des parcours de formation. Il y a des programmes d'accélération aussi pour gestionnaires. Il y en a dans les universités, il y en a à l'ENAP pour la fonction publique, il y en a un peu partout. Ça aussi, ça les aide à réfléchir et à voir où est-ce qu'eux, ils veulent aller. C'est important d'ouvrir cette porte-là avec les gens pour leur montrer qu'on voit en eux ce potentiel-là, ce qui va aider à consolider la confiance dont on parlait tantôt. Il n'y a rien de plus beau que de se faire dire, bien, moi, je pense que tu as le potentiel d'aller plus loin. Même si ça... Et c'est pas avec un objectif de créer du favoritisme. De toute façon, il va se faire une émulation naturelle. Mais de donner confiance aux gens puis leur montrer qu'on peut investir en eux pour leur développement, ça va leur permettre de réaliser leur plein potentiel, quel qu'il sera par la suite. Cassie et Elodie, avez-vous eu des sponsors? Beaucoup des mentors, surtout. C'est sûr que c'est des notions qui se rejoignent. J'ai eu plusieurs mentors dans ma carrière, autant des avocats quand je commençais, puis vraiment dans le juridique à proprement parler, puis plus tard dans le domaine des technologies également. Je dois dire, même si j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de femmes en technologie, tous mes mentors ont toujours été des hommes. Mais c'est toujours été des hommes qui étaient bienveillants et qui voyaient justement ce discours, le potentiel, puis le discours généralisé de la place des femmes dans les postes de gouvernance, les perspectives différentes qu'elles pouvaient amener. Puis c'est des gens qui m'ont fait confiance très rapidement, qui effectivement ont vu un potentiel, puis qui se sont dit, OK, on est capable de faire quelque chose de tailler un diamant avec la matière première qu'on a entre les mains. Toi, Cassie? Bien, un peu comme elle a dit, je pense que j'ai été bien entourée. J'ai évolué dans mon écosystème auquel je contribuais et il a été bon pour moi. Donc, j'avais des... j'ai toujours été facile d'avoir des conseils, d'avoir de l'aide, de rencontrer des gens, que les gens aient du temps. Et puis, ben, c'est sûr que j'ai eu des beaux encouragements puis des belles reconnaissances tout au long de ma carrière. Donc, c'est sûr que ça aide à prendre confiance dans ce qu'on fait puis de se sentir apprécié. Mais j'ai toujours eu des emplois et une trajectoire un peu atypique. Là. Donc, j'ai rêvé à plusieurs égards pour avoir fait beaucoup de panels puis d'événements de femmes en tech, tout ça, ce discours-là d'avoir un mentor ou d'avoir quelqu'un de senior qui te prend sous son aile et puis qui voit en toi qui a confiance en toi là où toi, tu n'as pas confiance encore. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup puis qui est précieux pour celles et ceux qui ont le bonheur d'avoir ça. Mais je pense que c'est important aussi d'écouter sa petite voix interne, de chercher ces signaux. J'ai une manager avec laquelle j'ai beaucoup appris, puis elle m'obligeait à chaque mois à faire ma liste de mes 3 moments forts. Absolument. Donc, les good things. Puis, donc, de prendre note de ça. Parce que je savais qu'elle allait me le demander. Et puis, donc, j'ai mon petit dossier des good things. Et puis, quand on doute, quand on a une mauvaise journée, ça fait toujours bien de s'y référer. Absolument. Je le conseille à tous et à toutes. On voit, il y a des hommes qui sont avec nous, qui nous entendent parler de votre carrière. Moi, ce que je vais vous poser comme question, les hommes sont-ils de bons alliés aujourd'hui? Puis comment ils pourraient être de meilleurs alliés? Parce qu'on n'est pas
on n'est pas en confrontation, on veut travailler ensemble. Alors, je te vois avec tes grands yeux. Comment tu vois le rôle des hommes à nous appuyer dans notre progression? Je vais vous poser à tous les trois autres la même question. C'est fondamental. Parce qu'effectivement, c'est une question de diversité des points de vue autour de la table. J'ai écrit il n'y a pas longtemps sur LinkedIn. C'est même pas une question de diversité au sens strict. Là, on est 50 de la population mondiale, donc on ne devrait pas être en train de débattre du fait qu'est-ce que c'est nécessaire ou pas d'avoir voix au chapitre. C'est essentiel. Puis ce que je partagerais, c'est un feedback récent que j'ai eu justement suite à ces posts-là sur LinkedIn où il y a un homme qui m'a écrit pour me dire « Mais je viens d'avoir un choc, Caroline. Je ne croyais pas que ça existait encore. » Alors, il y a beaucoup d'hommes qui, dans leur réalité quotidienne, c'est pas une différence. En tout cas, certainement mon conjoint et tout ça, par exemple. Ou, ben non, un homme, une femme, il m'a dit même vert, bleu, rouge. Un humain, c'est un humain, puis c'est les talents qui vont faire qu'ensemble, on va réussir en équipe. Mais déjà, de prendre conscience de la réalité des statistiques qui est quand même assez frappante, que tu as parlé tout à l'heure, des 19-20 de représentation féminine en technologie. Puis quand on regarde les boards au niveau canadien, en général, c'est encore plus catastrophique. Déjà, de prendre de conscience qu'il y a une problématique à résoudre, c'est la moitié du chemin parcouru. Alors, ça ne veut pas dire qu'individuellement, tous ces gens-là ont des biais, mais si tu ne te rends même pas compte qu'il y a un enjeu, tu ne peux pas faciliter ou t'assurer que ça ne se reproduise pas. Alors, je pense qu'une partie de la discussion, comme on fait aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'il y a encore des défis importants en la matière et de ne pas faire comme si tout était réglé et de voir après ça comment chacun peut contribuer à faire que ça soit plus égalitaire puis qu'on travaille mieux en équipe. Bien. Corinne, est-ce que tu as une lecture sur ça, de la contribution des hommes à notre progression? Oui, définitivement, mais je pense que la contribution est différente dépendant de la seniorité et de l'âge des hommes. Alors, les hommes plus seniors et plus âgés ont tendance à avoir une certaine attitude envers les femmes professionnelles qui est un peu plus hiérarchique et plus patriarcale et on va t'aider, mais pas aussi égalitaire. Tandis que les jeunes hommes, incluant mes fils, pour eux, l'égalité est là. Et je pense que dépendant avec qui on travaille, ça va être plus simple. Mais il s'agit que la professionnelle, la femme, doit s'affirmer et elle doit dire « je suis capable, je vais prendre ma place ». Et elle va le faire et elle va se faire respecter. Puis dans ma carrière, j'ai dû affronter des fois, tu sais, le Boys Club et faire mon point. Ça vient avec une certaine réputation. Tu sais, quand une femme fait un point, elle est agressive et puis déterminée. Mais quand un homme fait un point, c'est normal qu'il fasse le point. Il y croit. Donc, oui, ça dépend. Mais moi, je suis contente. La nouvelle génération, je pense que c'est égalitaire. OK. Toi, Élodie? Oui, je rejoins effectivement ce que Corinne apporte. Je pense qu'effectivement, là, il y a un gap générationnel à l'intérieur même de la manière que les hommes voient les femmes, traitent les femmes, leur accordent ou non de la place à la table dans les entreprises. Pendant longtemps, en fait, on voyait ça que c'était souvent, comme c'était les hommes qui étaient déjà dans les postes de direction, puis qu'ils ont tendance à embaucher ou à promouvoir des gens qui leur ressemblent. D'autres hommes. C'est des gens qui leur ressemblent, donc d'autres hommes. Mais ça va plus loin que juste la notion de homme-femme. Pour moi, ça vient rejoindre aussi les aspects multiculturels. C'était souvent des hommes blancs qui donnaient des promotions à d'autres hommes blancs. Et on voit que la diversité est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus en entreprise, incluant dans les postes de haute direction. Il y a encore un gros chemin à faire. On n'est pas encore rendu à un stade où on se dit, OK, là, parfait, tout le monde a une chance égale à la table. Mais on voit une évolution dans ce sens. Et on voit justement des hommes blancs qui sont plus en train de se chercher eux-mêmes dans les personnes qui veulent aider, mentorer ou qui veulent embaucher ou auxquelles ils donnent des promotions, finalement. OK.
Cassie, toi? J'ajouterais simplement que c'est l'affaire de tous et de toutes de continuer de s'informer dans tout ce qui est les bonnes pratiques de gestion en diversité et en inclusion, de continuer de s'informer sur ce qui se passe dans le secteur de l'immigration, dans le secteur de dans les enjeux de la main-d'œuvre, tout ça, le rapport des hommes et les femmes. C'est vraiment l'affaire de tous. C'est important de se tenir à jour puis de se mettre en situation aussi d'être confronté dans ces idées-là. Oui. D'avoir cette ouverture, cette flexibilité, d'être confronté dans nos croyances, dans nos observations, parce que le monde change et il faut changer avec lui. Et puis, je pense que c'est là où c'est difficile. Les gens sont habitués, ils ont fonctionné d'une certaine façon, et puis parfois, sous le couvert de la bienveillance, en effet, parfois, il s'agit d'une question d'âge, mais parfois non, mais puis les hommes et les femmes sont parfois coupables de ça. On veut être bienveillant, mais parfois, on se trouve à être très critique. Parfois, est-ce que la critique, elle est plus personnelle que constructive? Les femmes sont très critiquées personnellement. Je ne sais pas si vous avez vu le film le Barbie Movie, mais je reprendrai pas le dialogue final, là, mais il y a beaucoup les attentes envers les femmes, et Elodie faisait allusion à l'intersectionnalité, donc c'est des attentes qui se multiplient. Alors, on est déjà très dur envers nous-mêmes et puis on est avide pas nécessairement de validation, mais de signaux qu'on fait bien les choses, qu'on avance, qu'on veut prendre confiance dans les travaux, puis les mandats, puis les obstacles qu'on contourne, puis les réussites qu'on glane. Mais ces critiques-là sont parfois difficiles à porter, à démanteler. Et puis, c'est bien beau se faire dire qu'il faut en prendre et en laisser, mais des fois, c'est difficile de départager à travers tout ça. Donc, je pense que c'est une affaire collective de s'informer et puis de s'améliorer dans l'accompagnement qu'on fournit, mais aussi dans les trajectoires et les opportunités, la qualité de ces positions qu'on impose et puis qu'on transmet. Souvent et avec bienveillance, avec ouverture, avec des meilleures intentions, mais c'est important d'aller peut-être un petit peu plus loin puis de se questionner sur l'ensemble du panel. Bien, il nous reste 3 minutes, puis j'avais une question sur une recette. Qu'est-ce que vous conseillerez? Un petit conseil, mais je pense que j'aimerais mieux entendre vos questions. Alors, toi, est-ce que tu aurais une question? Oui! Oui, bonjour. Mon nom, c'est Alexandre. Je travaille chez Technocompétences sous le leadership inspirant de Cassie, sans vouloir trop être têteux. Mais oui, on s'intéresse à l'inclusion, à la promotion des métiers parmi plusieurs de nos missions. Donc, ce qui me vient comme question, c'est en fait, vu que dans les dernières années récentes, il y a plus de femmes dans des postes cadres au niveau du numérique, ça va à son tour inspirer un bassin de filles à s'intéresser, à envisager une carrière en numérique. Et puis, des fois, l'éducation ne devrait pas nécessairement se faire au niveau des filles qui sont déjà intéressées, mais plus à leur entourage, à leurs parents, qui vont les challenger puis les décourager peut-être à prendre cette carrière-là. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans votre parcours, est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont essayé de vous décourager parce que vous êtes des filles à prendre la carrière que vous avez? Puis ça a été quoi votre réponse à ça dans le but de donner de la confiance aux filles qui ont de l'intérêt dans cette carrière-là? Oui. Alors, qui veut répondre à cette question? Vas-y. En 1 minute et quart. Jamais. La réponse, c'est jamais. Moi, mon père, il passait la mop chez nous, puis mes parents, ils m'ont mis aux arts martiaux à 8 ans. J'étais la seule fille dans le groupe. Fait qu'ils m'ont toujours dit « the sky's the limit », il n'y a pas de différence entre les gars et les filles. Ben, c'est ça. C'est exactement la même chose. Je suis tout à fait dans la même situation. À aucun moment, on m'a dit « Mais non, tu peux pas faire ça parce que tu es une fille. » Puis je suis contente parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes, d'autres filles qui ont eu à subir ça. Mais effectivement, non, moi, je viens pareil d'un milieu où l'égalité se ressentait déjà à la maison. Et à aucun moment, on m'a dit « Non, toi, tu es une femme, donc tu pourras pas faire des technologies. » Bien. Cathy? Pour ma part, c'est pas tant à la maison que je l'ai vécu, mais que
dans ma vie personnelle. Donc, je dis, j'ai été entamé des études pour être développeuse web. Pour moi, ça a été excessivement difficile. J'avais une idée, quand j'ai une idée dans la tête, je n'ai pas dans les pieds. J'ai été excessivement persévérante à travers ça. Mais j'ai subi plusieurs écueils là, à travers ce parcours-là. Puis, ça a été difficile de me montrer. C'est le regard des autres qui Oui. te freinait au fond. Tu as de la difficulté, c'est peut-être pas pour toi finalement. Si tu comprends pas, écoute les signaux, tu sais. Donc, je pense que c'est important de se faire confiance, là, puis d'aller au bout de notre initiative puis de notre idée. C'est payant. Corinne? Non, personne ne m'a jamais dit jamais, mais ce que je remarque, ayant travaillé à Concordia depuis quelque temps là-dessus, c'est qu'il faut approcher les jeunes filles. Que je dis jeunes filles, les filles de la 5e et 6e année, et il faut les encourager à choisir des métiers technologiques, que ce soit en sciences, en numérique, peu importe. Et c'est là que ça commence. Et il y a toutes sortes d'organisations maintenant, Girls Who Code, etc., qui vont prendre ces jeunes filles-là. Concordia fait un camp d'été où ils amènent les jeunes filles du secondaire pour apprendre le génie, c'est quoi, puis c'est vrai que c'est une carrière. Il n'y a pas beaucoup de modèles. Les modèles pour les jeunes filles, c'est Barbie. C'est des métiers typiquement féminins. Mais il n'y a pas assez de modèles numériques et plus avant-gardistes, si on veut. Donc, il faut commencer très jeune. Y a-t-il une fille qui voudrait poser une question, là? Hein? Non? Oh, mon doux Seigneur! Mais merci beaucoup de nous avoir accueillis. Puis merci de votre écoute. Je pense que pour nous, c'est important de parler de notre présent, puis de dire que c'est ensemble, hommes et femmes, qu'on peut réussir dans ce milieu-là. Alors, un grand merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Louise. Merci à vous. Merci, Louise. Bien, là, ça me fait plaisir. Merci à vous. Alors, encore une fois, merci beaucoup à Caroline, Corinne, Élodie, Cassie et Louise pour cet excellent panel. On va prendre une pause. Oui, on les applaudit encore une fois. Oui, c'est vrai. C'était un super panel. Très intéressant. C'est toi qui as parti ça, hein? Non? C'est une autre affaire. C'est un inside. OK. Je peux-tu savoir c'est quoi? Non? OK. On s'en parlera après. Alors, on va prendre une pause d'une dizaine de minutes et au retour de la pause, on va dévoiler les gagnants des MTL Tech Awards. Alors, si vous allez prendre une pause, on sort par l'extérieur, après on rentre par la porte d'entrée. Prenez une petite pause rapide, n'allez pas trop loin. On va clore l'événement MTL Connect avec ses super remises de prix. À tout de suite, bonne pause!